Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur l'émission Voix de fait, élection communale, spéciale élection communale de 2018. Et nous avons l'honneur ce soir de recevoir le MR, le mouvement réformateur de Schaerbeek. Nous avons sur le plateau pour en parler Georges Verzin qui est premier sur la liste. Bonsoir Georges. Bonsoir. Bonsoir nous avons aussi Tufan Kara qui est troisième sur la liste. Bonsoir Tufan. Nous avons aussi Laure, qui est Laure Lita, qui est sixième sur la liste. Bonsoir Laure. Bonsoir, merci de nous accueillir. Nous avons aussi Kevin Karina, qui est cinquième sur la liste MR à Schaerbeek. Bonsoir. Donc nous allons commencer par une première question sur la bonne gouvernance. La bonne gouvernance à Schaerbeek, bonne, mauvaise ou peut-être avant de répondre à votre question, peut-être juste une précision. C'est la liste qui est reconnue effectivement par le MR national, mais notre liste s'appelle MR et citoyens. Pourquoi? Parce que nous regroupons sur notre liste des candidats issus du MR proprement dit, mais aussi près de 60% de citoyens issus de la société civile qui, pour la première fois, vont s'impliquer en politique à Schaerbeek. Et je voulais le souligner parce que c'est extrêmement important, ça permet à la classe politique schaerbécoise de se renouveler et ça permet vraiment de donner la parole aux citoyens, c'est notre volonté en tout cas. Et comment vous avez eu l'idée justement de faire participer les citoyens à cette liste? Mais parce que dans ma pratique politique sur Schaerbeek depuis maintenant quand même de nombreuses années, je m'aperçois qu'il est extrêmement difficile de mobiliser des citoyens sur le long terme. Il y a des comités de quartier qui se créent sur des problèmes particuliers, mais dès que le problème est réglé, les gens ne s'en occupent plus, ou quand le problème perdure, ils se lassent parce qu'ils sont repris par les obligations qu'ils ont de vie familiale, de vie professionnelle ou d'autres problèmes. Et donc, j'ai pensé que si nous voulons faire progresser la démocratie aujourd'hui sur le territoire de Schaerbeek, c'est en impliquant davantage les gens, en disant, écoutez, cette commune, elle est dans l'état que vous voyez, certaines choses vont bien, d'autres vont moins bien, on va parler de gouvernance dans 2 minutes, mais si vous voulez que ça change vraiment, et que la voix du citoyen soit prise en compte, il faut que vous mouilliez votre maillot. Donc l'objectif général est d'impliquer le citoyen dans exactement, le processus politique. Exactement. D'où le renouvellement que nous avons fait en ouvrant cette liste, non seulement à la diversité, à toutes les diversités, intra- et extra-européennes, mais aussi très fort envers les jeunes, hommes et femmes. Très clairement, il y a 25% de candidats de liste qui sont issus de jeunes de moins de 35 ans. Revenons à la question sur la gouvernance. Donc désolé d'avoir pris un peu la parole là-dessus. Mais donc sur la bonne gouvernance, Schaerbeek vient évidemment de très loin. On est très loin aujourd'hui de cette période où un certain bourgmestre qui s'appelait Nols a régné. Non seulement il n'y avait pas de transparence, pas de gouvernance, mais il se remplissait surtout les poches entre quelques-uns qui étaient au collège. Aujourd'hui, avec Bernard Kerfailly, depuis maintenant près de 20 ans, le monde schaerbécois a quand même changé, des règles de gouvernance ont été mises en place. Alors, est-ce que c'est parfait? Non, bien sûr, ça ne l'est pas encore. Je pense que dans un certain nombre de dossiers que je connais, on interroge les citoyens sur leur vécu par rapport à des enjeux communaux, mais on le fait souvent trop tard et pas assez en profondeur. Je prends un exemple qui est extrêmement parlant. C'est le réaménagement de l'avenue Louis Bertrand, où il y a un projet qui est porté par les chemins des travaux écolos, qui en fait dénaturait complètement les parterres centraux. Ils ont fait une concertation avec les citoyens, mais ne sont venus que des gens qui étaient proches des milieux écolos. Et donc à un moment, on a vu émerger, après quelques semaines, un mouvement citoyen, plus de 450 personnes qui se sont élevées contre le projet porté par Écolo, qui dénaturait le caractère patrimonial de cette avenue qui est aujourd'hui classée. Un autre exemple de mauvaise gouvernance, et là, la commune n'est pas responsable du tout, ni Bernard Kerfailly certainement pas, c'est la région. On a aujourd'hui 2 gros chantiers portés par la région sur Schaerbeek. C'est le chantier de la friche Josaphat, la gare de formation Josaphat entre l'avenue Gisquet et le boulevard Léopold III, 25 hectares à urbaniser, où la région se comporte comme un véritable promoteur privé, en voulant densifier outrageusement cette zone et où les habitants sont réduits à assister à Perspective Bruxelles à une réunion d'information de 2 heures. Pendant 2 heures, on écoute la parole de la directrice de cette institution expliquer le projet pendant 1h30. Il reste une demi-heure pour que les gens puissent réagir. Et puis c'est tout. Même sur le projet Mediapark,
qui va se trouver à l'endroit où se trouve aujourd'hui la RTB et la VRT, eh bien, même processus, on bétonise toute la zone, on ne tient pas compte des avis des citoyens et on avance, et la région s'octroie le permis à elle-même. Complètement, sans tenir compte de l'avis de la commune. Et ils jouent, en fait, ils sont les juges et parties, puisque c'est la région qui se délivre le permis de bâtir à elle-même. Bien là, dans ces deux cas-là, on est vraiment dans un cas de mauvaise gouvernance, et c'est évident, et c'est quelque chose qu'il faut aujourd'hui fortement contester. Georges Verza, vous avez aussi fait des propositions, par exemple, dans le cadre de la fusion de Evere, Scarbeck et Saint-Josse, et vous mettez ça dans le lot de la bonne gouvernance, de la bonne gestion, justement. Absolument. C'est une proposition que je reprise, en fait, des propositions de Didier Reynders. Alors, c'est pas à court terme, mais c'est pour indiquer qu'il y a aujourd'hui une réflexion à mener dans la région de Bruxelles-Capitale sur la diminution du nombre de communes et sur l'intégration territoriale qu'il faut avoir pour mener des politiques cohérentes. Et donc, quand je prends la portion de territoire comprise entre le centre-ville Saint-Josse, Scarbeck juste à côté et Evere ensuite, on a vraiment une poche de pauvreté à Saint-Josse, avec une population qui est extrêmement monoculturelle, de petite taille, mais avec beaucoup de bureaux et d'hôtels, une zone de Scarbeck qui est toujours la 5e commune la plus pauvre de Belgique, et un vase d'expansion où il n'y a pas trop d'habitants, en dessous de 50 000, mais où il y a tout la terre d'accueil pour le développement économique. Eh bien, si on met les trois ensemble, non seulement on a un bel équilibre dans les populations de tous niveaux et de toutes origines, on se donne la possibilité d'avoir un véritable essor économique et une vision politique cohérente sur ce territoire. Ça ne va pas fragiliser la Bruxelles par rapport au rêve de la Flandre. Et donc, c'est aussi pour ça que je le propose, sur le moyen terme en tout cas, pas maintenant aux élections communales directement, c'est parce que je pense que toujours dire non aux propositions de la LVA qui veut faire un grand Bruxelles, un grosse Bruxelles, comme on disait pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est évidemment très mauvais de se replier sur des bastions existants, alors qu'on sait qu'en matière de bonne gouvernance, nous devons avoir, je propose d'ailleurs, d'avoir des communes d'environ 200 000 habitants, ce qui est Evere, Scarbeck, Saint-Josse, où on peut avoir des synergies et faire des économies d'échelle. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes les communes, et Scarbeck en fait partie, en fait, Scarbeck a un gros problème de déficit financier, d'équilibre financier. Et donc, si on diminue les frais de structure, si on crée des synergies entre les trois communes, eh bien, on peut diminuer les coûts pour la commune. Et ces coûts qu'on épargne, c'est des moyens, ce sont des moyens qu'on peut mettre à la disposition des citoyens, des projets citoyens. Oui, oui. Alors, tout fan pour vous, la bonne gouvernance ou la mauvaise gouvernance au niveau de Scarbeck, qu'est-ce que vous en pensez en tant que citoyen d'abord, et puis alors en tant qu'acteur politique maintenant sur la liste des maires? Voilà, je vous remercie beaucoup. En fait, Georges l'a souligné dès le départ. Effectivement, donc la liste est maire et avec le citoyen. Donc je suis effectivement candidat indépendant citoyen. La bonne gouvernance, en tant que citoyen, donc je pense qu'en fait la commune est assez bien gérée, mais dans des pays comme les nôtres, en fait, où les structures sont assez bien installées, où en fait on voit la vie quotidienne en fait bien se dérouler. Et il y a effectivement en fait des choses à changer dans les détails. Et je pense que Georges, dans son livre et dans ce qu'il vient de nous dire aussi, il prend vraiment des points précis sur lesquels en fait on peut critiquer en fait les personnes qui sont bourgmestres depuis 2-3 périodes. Donc je pense que ce que nous pouvons apporter en tant que maire et aussi en tant que citoyen qui participe en fait dans cette liste, c'est des choses à améliorer vraiment dans tous les points en fait qui concernent la vie quotidienne des Scarbeckois et de notre commune Scarbeck, en fait, que ce soit concernant la circulation, les problèmes de parking, les problèmes en fait de la propreté dans la ville. Donc ce sont des choses à améliorer, et je pense qu'en fait avec le mouvement maire et citoyen, on peut améliorer les choses et en fait proposer aux habitants de Scarbeck une liste en fait avec des jeunes très motivés. Et ce qui est aussi caractéristique en fait une des particularités de cette liste, c'est que, comme l'a bien souligné Georges, je sais que ce sont des jeunes en fait qui viennent un peu de toute la diversité de Scarbeck, de toute culture, de toute langue, de toute religion. Moi-même, je suis une personne d'origine musulmane.
Et je pense en fait que cette liste permet justement nous donne la chance de nous retrouver avec nos différences, nos particularités et avec notre vision en fait différente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse discuter, dialoguer tous ensemble, malgré parfois les petites différences que nous avons sur certains points. Ok. Alors, vous êtes jeune, vous avez décidé de vous engager dans la liste MR et citoyens, citoyennes. La gouvernance, la bonne gouvernance, la mauvaise gouvernance, pour vous, c'est quoi exister? Ça vous dit quelque chose? Ce que ça me dit, je pense que c'est surtout la raison pour laquelle je me suis engagée, c'est parce que je pense qu'on en a tous entendu, on en a marre des politiques, on en a marre des partis politiques. La politique, c'est quoi? Je pense que si j'ai choisi en plus mon indépendance par rapport au MR, c'était pour vraiment pouvoir aller vers les jeunes de Schaerbeek et leur dire, regardez, je suis pas forcément dans le politique, mais à un moment donné, il faut commencer quelque part. Et donc, si on continue à mettre de côté le politique, les partis politiques, n'importe, on n'y arrivera jamais. Donc, en m'engageant, c'est également pour cette bonne gouvernance, mais je ne critique absolument rien dans Schaerbeek maintenant à pointer du doigt quelqu'un, mais je suis persuadée qu'à un moment donné, on puisse changer les choses et tout simplement en accordant plus d'aide aux jeunes. Donc avec Kevin et avec notre équipe de jeunes au sein de la liste MR et citoyens, on pense en tout cas pouvoir essayer de pouvoir faire bouger. Et on aimerait surtout tendre la main aux jeunes en leur disant, ben voilà, sinon on y arrive, vous aussi. D'accord. Alors Kevin, vous êtes aussi candidat, vous êtes 5e sur la liste. Pourquoi choisir le MR d'abord et qu'est-ce que ça vous dit, la gouvernance? Drôle de question, pourquoi les gens le MR? Je pense que c'est génétiquement écrit que je suis libéral. Ça, c'est vraiment profondément inscrit dans mes gènes. C'est la raison pour laquelle, étant déjà engagé au Parti réformateur, je me suis donc présenté sur la liste de Georges Verdun ici présent. Mais bon, cette liste, au-delà d'être MR, c'est une liste profondément libérale. Comme ça a été précisé plus tôt par Toufan, c'est une liste qui rejoint une moitié de MR pur sang et une moitié de citoyens. C'est vraiment... Ça réfléchit le tissu citoyen à Schaerbeek. C'est vraiment ça que ça représente aujourd'hui, la liste qu'on porte. Et par rapport à la gouvernance, qu'est-ce que vous en pensez en tant que futur acteur politique sur le terrain? En ce qui concerne la gouvernance, je dirais, rendons à César ce qui appartient à César. Claire Failly a fait beaucoup de bonnes choses depuis qu'il arrive au pouvoir, surtout qu'il faut comparer à l'époque que Georges a présidé, l'époque de Nols. Et donc voilà, il faut lui rendre ce que toute sa liste et son gouvernement au niveau local a pu apporter. Mais au-delà de tout ça, à titre personnel, je ne dissocie pas la bonne gouvernance de la transparence et de la participation citoyenne. Aujourd'hui, en termes de participation citoyenne à Schaerbeek, on est, je dirais, nulle part. En termes de e-participation, on n'est pas plus loin non plus. En termes de bonne gouvernance, quand je parle de transparence, on n'est pas classé parmi les communes les plus transparentes. Alors, la question n'est pas de remettre en cause tout ce qu'il a déjà fait, mais c'est d'aller encore plus loin. Alors oui, il y a de la bonne gouvernance, mais on peut toujours mieux faire. Alors Georges, restant toujours sur la bonne gouvernance, vous avez aussi proposé par exemple d'intégrer le CPS à la commune, à la gestion communale. C'est ça. En fait, la proposition que je fais est le résultat d'un constat que nous faisons tous. Quand je dis nous, c'est les citoyens autant que les politiques de différentes formations politiques que la nôtre. Le constat, c'est lequel? C'est de voir qu'aujourd'hui, le CPS est en fait le doublon des compétences que la commune fait. Et il n'y a aucune synergie entre les deux. C'est comme s'il y avait un État dans l'État. Et la commune n'a, dans un certain nombre de dossiers, aucun regard sur ce que le CPS fait et inversement. Et donc, les propositions que nous faisons, c'est vraiment de dire, prenons l'insertion socio-professionnelle, où le CPS a un gros département qu'on appelle l'ISP. Eh bien, figurez-vous que malgré la demande faite par la présidente écolo du CPS de collaborer avec le service ISP de la commune, donc avec la mission locale, avec tout ce qui est les programmes qui sont mis en place à travers la région ou via la commune, eh bien, jamais il n'y a eu le moindre accord de coopération et de travail commun entre l'un et l'autre. Donc, double emploi, donc perte d'énergie, perte d'argent et surtout perte d'efficacité pour la remise au travail des jeunes en manque de formation et donc chômeurs. Et c'est dramatique parce que notre commune compte près de 33 à 34% de jeunes sans emploi dans la tranche de 18 à 25 ans. C'est une honte. Moi, je suis gêné de dire ça.
quand on a autant de jeunes sur le marché de l'emploi, qui manquent de qualification, qui manquent effectivement d'avoir le pied mis à l'étrier, je pense que c'est scandaleux, et je ne vise personne, mais c'est simplement ce que ça crie vengeance au ciel, de laisser des jeunes dans cet état-là. Alors, quand on a ça, et qu'on a la chance d'avoir des budgets au CPS et à la commune, il faut vraiment les mettre en commun et mettre le paquet pour la formation des jeunes. Mais c'est la même chose aussi en matière de culture. Il y a un budget culturel au CPS qui est plus important que le budget culturel de la commune. Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas ensemble? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des stratégies communes? Donc, la fusion CPS-commune, ça commence dès maintenant aux prochaines élections par des synergies, en créant une volonté de collaboration forte. Et puis, comme la loi le permet, comme les communes flamandes l'ont déjà lancé, il y a moyen d'intégrer les autorités politiques du CPS dans le collège communal, avec une voix délibérative. Et ça favorisera encore plus la mise en commun d'un certain nombre de projets. Alors, la question, vous êtes jeune, il y a pas mal de problèmes de chômage chez les jeunes à Schaerbeek. Ce problème de non-collaboration entre le CPS et la commune, est-ce que ça vous parle? À titre personnel, moi ça me parle. Alors de prime abord, on pourrait se dire ce n'est pas une bonne idée parce qu'alors ça amènerait peut-être l'ingérence de la commune au niveau du CPS. Mais quand on y regarde plus loin, Georges pointe un point de vue intéressant. C'est vrai que le CPS a son propre budget concernant la culture. La commune a son propre budget concernant la culture. Qu'est-ce qui se passe si les deux visions ne sont pas complémentaires? C'est pas comme si dans la même commune, le même pouvoir au gouvernement va se faire la guerre, ça aurait pas de sens. Alors qu'il paraît tout logique de les faire travailler de concert ensemble pour arriver à une vision plus appropriée aux soucis qu'aujourd'hui subit la commune. Et en parlant de l'avenir des jeunes, c'est vrai, c'est ahurissant, et moi aussi j'ai honte qu'on se retrouve dans une commune qui compte 35% de jeunes, et pourtant c'est encore du côté des jeunes que le chômage est le plus accentué. Tout à fait. Comment on parlait tout à l'heure de bonne gouvernance. Bon, la bonne gouvernance aussi est alliée avec un bilan qui est dans le boni. Comment on peut finalement, en tant qu'échevin de l'emploi, terminer son mandat et se dire, avec autant de pourcentage de chômage chez les jeunes, se dire, j'ai passé un bon bilan. Pour vous, c'est un échec? C'est un échec total. Georges, on va passer au point suivant, le point de la sécurité. Donc la sécurité dans les quartiers, sécurité dans les rues de Schaerbeek. Il y a aussi la sécurité maintenant sur laquelle on parle beaucoup, la lutte contre le radicalisme, etc. Qu'est-ce que vous avez comme solution par rapport à ces problèmes si vous êtes demain dans la majorité? Et donc quand on parle de sécurité, on parle de 3 sécurités différentes. Et la sécurité des biens et des personnes, les cambriolages, la délinquance, les incivilités, c'est une chose. Il y a la sécurité routière, qui est importante aujourd'hui à Schaerbeek, qui est importante aussi, et il y a la sécurité en matière de lutte contre le radicalisme violent. Donc en ce qui concerne le premier point, la majorité sortante s'enorgueillit du fait que la criminalité, la délinquance en général aurait diminué de plus de 30% dans les 10 dernières années. Alors globalement, c'est peut-être vrai, sur les 3 communes, puisque c'est la zone de police nord dont on parle et pas la commune de Schaerbeek. Mais quand on creuse un peu et qu'on gratte les chiffres, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'en réalité, il y a de plus en plus de gens qui ne portent même plus plainte. Des personnes qui se font agresser en rue, qui se font voler un collier. J'ai une employée de mon épouse qui s'est arraché son collier à 3 heures de l'après-midi, rue de la Consolation. Pourquoi ils ne portent pas plainte? Parce que ça sert à rien. Il se dit, ça ne sert à rien. Et donc, depuis le décès de feu le commissaire Janssen, qui était vraiment un personnage emblématique de la sécurité à Bruxelles et à Schaerbeek forcément, le concept de police de proximité a complètement disparu. Elle existe sur le papier, elle n'existe plus dans les quartiers. C'est-à-dire ce qu'on appelle la community policing, donc la police qui s'appuie sur les associations, sur les comités de quartier, sur les gens, pour faire un travail communautaire de prévention et de sécurité, ça n'existe plus aujourd'hui. À telle enseigne que dans le Bas-Schaerbeek, du côté de la Place Sitz, les gens sont en train de revendre leur maison. Alors que le quartier se remixait avec des jeunes ménages francophones ou néerlandophones belgo-belges, et que c'était très bien pour l'essor et la mixité de ces quartiers, ces mêmes personnes aujourd'hui sont lassées de voir les trafics de drogue se multiplier, les dépôts clandestins s'ajouter chaque jour. C'est eux-mêmes qui indiquent aux policiers quand il y a une descente les endroits où se trouvent les caches de cocaïne et les seringues des dealers. Donc je pense que c'est très grave, et là il faut vraiment d'urgence y mettre bon ordre.
de la sécurité routière, c'est clair qu'il y a un certain nombre de cow-boys qui se comportent, qui roulent n'importe comment à Scarbeck. Il faut évidemment les attraper et les sanctionner. À côté de ça, il y a des normes de sécurité objectives qui doivent être mises en place, très clairement, avec des dispositifs au sol, des caméras de surveillance aussi, des dispositifs de ralentissement. Est-ce qu'il faut pour autant faire de tout Scarbeck une zone 30? Je pense que c'est une mesure un peu populiste, un peu démago. Pourquoi? Parce que quand on n'est même pas capable de faire en sorte que les gens roulent à 50 à l'heure, a fortiori, on n'a pas les moyens d'obliger les gens à ralentir à 30 à l'heure. Et donc, bien sûr, dans la plupart des voiries, il y a des certes locales. Les rues où il y a des écoles, les petites rues de quartier, la priorité, évidemment, c'est aux résidents. Et donc, à 30 à l'heure, j'ai pas de problème. Mais dans toutes les grandes liaisons interquartiers, il faut permettre de se pouvoir circuler entre 30 et 50. Et le boulevard, 50 à l'heure. Je prends un exemple de ce matin. C'est vraiment l'actualité. On m'a alerté en disant qu'on a mis des radars fixes chaussée de Hart, qui est une voirie régionale, qui relie Arronnes à Saint-Josse, qui est une voirie régionale prioritaire en plus. Eh bien, le radar fixe vient flasher toutes les personnes qui roulent au-dessus de 30 à l'heure. Je vous mets au défi d'aller dans cette avenue et de rouler à 30, vous allez vous faire enguirlander par tout le monde. Moi-même, je reconnais, je roule à 40, 45. Et c'est tout à fait normal, la voirie est large. Est-ce qu'il faut pour autant accepter des gens qui roulent à 70, 80 en faisant crisser leurs pneus? Évidemment que non. Évidemment que non. Et enfin, je terminerai par la lutte contre le radicalisme violent. Je pense que Kevin a d'ailleurs mis l'accent sur ça. Quand on s'aperçoit qu'on a un tel volume de jeunes qui sont au chômage, qui sont d'abord en décrochage scolaire, et qu'on ne fait rien pour lutter contre le décrochage scolaire. On n'a pas pris de mesures spécifiques en termes de pédagogie pour les faire réussir. Ça débouche sur quoi? Sur l'exclusion de l'école, ensuite sur le chômage, l'exclusion du marché du travail, forcément la délinquance, et de la délinquance au radicalisme, le pas est vite franchi. Et donc là, nous proposons vraiment un travail en profondeur sur l'éducation, sur les cours de citoyenneté dans les écoles, vraiment que les jeunes qui sont aujourd'hui à 5 ans, à 6 ans à l'école, jusqu'à la fin de leur parcours scolaire, et un cours de 2 heures de citoyenneté qui les fait vraiment que quand ils sortiront de l'école, ils seront devenus des vrais citoyens à part entière, adultes et responsables. Alors, par rapport au problème de la sécurité à Scarbeck, vous encore en tant que citoyen d'abord? Oui, en tant que citoyen, en fait, il y a des points évidemment essentiels avec lesquels je suis d'accord avec ce que dit Georges, mais parfois aussi quand même des petites nuances quand même à souligner. Et en fait, évidemment, le problème de sécurité, il ne faut pas s'en cacher, il y a vraiment des problèmes de délinquance et d'incivilité qu'il faut évidemment punir. Mais donc, et sinon, concernant plutôt, je reviens aussi directement au deuxième point. Bien que je sois personnellement d'accord en fait avec les 30 km qu'on va généraliser à Scarbeck, je vais quand même être le porte-parole en fait d'une quand même grande population. Depuis quelques semaines, en fait, je sonde un peu les gens avec lesquels je parle évidemment, qui sont quand même pas très contents. On s'est basé sur une certaine population pour évidemment donc prendre cette décision. Et je pense quand même qu'il y a une grosse partie des habitants de Scarbeck en fait qui ne sont pas spécialement contre, mais en fait qui estiment quand même que de diminuer le kilomètre à 30, c'est quand même assez excessif. Personnellement, donc, moi j'aimerais bien en fait que si c'est possible qu'on revoie ça, ou peut-être que nous un jour, si la population nous permet d'arriver dans la majorité, de rediscuter, de remettre en question en fait ces 30 km. Pas pour le supprimer parce que on est bien conscient que ça va faire du bien aux Scarbeckois, mais en fait peut-être de couper la poire en deux, entre 50 et 30, peut-être de le ramener à 40. Et je pense que c'est un bon deal entre les revendications d'une certaine partie des Scarbeckois et d'une autre partie. Je pense quand même évidemment que il faut faire en sorte en fait que les gens se sentent en sécurité à Scarbeck sur les routes, parce qu'il y a quand même eu des décès et il y a des jeunes en fait qui quand ils sont dans leur voiture, en fait, ils oublient un peu le monde. Je pense qu'il faut attirer l'attention sur le fait que donc les responsabiliser, les punir sévèrement s'il y a évidemment des transgressions au niveau de ce qu'on va installer. Mais je pense qu'en fait, il faut quand même souligner que ça dérange une certaine partie de la population. Sinon, concernant évidemment le troisième point au niveau de la sécurité, je suis moi-même donc prof de religion. Georges souligne en fait le fait qu'il faut évidemment installer 2 heures
citoyenneté. Donc je suis pas contre l'installation évidemment de 2 heures de citoyenneté pour faire des gens, des citoyens, des bons citoyens, mais j'ai toujours pensé que, d'ailleurs on en a discuté beaucoup avec Georges, d'ailleurs c'est cette richesse qui est intéressante, parfois on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais on peut en discuter, et puis peut-être faire évoluer les choses, donc peut-être dans un autre sens dans l'avenir. Je pense que il y a on le sait, il y a un réel problème au niveau du radicalisme. Je pense que autant les cours de citoyenneté sont nécessaires pour donc éduquer les jeunes, parce que en même temps c'est une question d'éducation. Tous les problèmes que nous venons de citer concernant les jeunes, que ce soit la délinquance, même conduire une voiture, c'est une éducation, je pense. Et aussi au niveau du radicalisme, je pense en fait que autant la police de proximité est intéressante concernant la délinquance ordinaire, autant la police aussi en fait doit, je pense, effectuer déjà donc évidemment des surveillances, des jeunes qui sont peut-être déjà un peu affichés, on va dire. Je pense que quand même il y a un changement d'attitude qu'on doit avoir aussi du côté des autorités, c'est que comment je vais dire ça en tant qu'enseignant, vous savez, dans l'enseignement, j'étais un moment éducateur avant d'être enseignant, j'étais éducateur surveillant, on disait il y a une différence entre surveiller et veiller sur. Je pense en fait que même les personnes qui sont des jeunes qui se radicalisent pour diverses raisons sont aussi en fait des jeunes qu'il faut protéger et les personnes aujourd'hui qui ont le devoir de surveiller le citoyen doivent aussi à un moment donné changer au niveau des attitudes et aussi veiller sur. Donc, il y a surveiller et veiller sur. Je pense que autant on doit penser à la sécurité des citoyens en général, autant aussi on doit penser à ces jeunes en fait qui en sont peut-être arrivés là pour des raisons qu'il faut déterminer. Donc nous devons surveiller et aussi veiller sur ces jeunes aussi en fait pour les préserver justement de ces extrémismes, de la prévention. Ouais. Je pense que le cours de religion aussi, donc je disais, autant il faut de la citoyenneté, il faut également, je pense, en fait, de la religion. D'ailleurs, on est d'accord sur ce point avec Georges. Les cours de religion ne seront jamais complètement supprimés. Ce seront peut-être qu'à un moment donné, ça va devenir facultatif. Mais dans l'école. Dans l'école, de toute façon, dans le cadre scolaire et dans l'horaire, dans la grille horaire. Et je pense que l'un et l'autre, en fait, sont complémentaires. Étant donné que si les cours de religion, je parle maintenant d'islam, ça peut être aussi des cours de protestantisme, puisque le radicalisme, on en parle beaucoup ces derniers temps concernant les jeunes issus de la communauté musulmane, mais aussi il y a d'autres radicalismes qu'on voit parfois chez certains protestantismes, certaines versions du protestantisme, parfois dans certaines versions du catholicisme et tout ça. Je pense qu'en fait il faut faire attention, et les cours de religion, selon moi, étaient nécessaires en fait justement pour veiller sur ces jeunes. Et je pense qu'il est nécessaire, il est même, je pense, impératif de les garder en fait dans le. Est-ce qu'il y a une interaction entre le professeur et les jeunes dans ce cadre des religions, des cours de religion islamique par exemple, sachant que beaucoup de jeunes qui quittent un peu le monde classique de l'école n'apprennent pas beaucoup de choses dans la religion musulmane par exemple. Mais ça dépend. Le cours quand même. Bon, maintenant on n'est pas là pour en discuter en long et en large, mais peut-être qu'on peut dans un autre contexte en discuter un peu plus en détail. Mais je pense que comme chaque cours, en fait, le cours a un peu une évolution. Donc on a changé des choses. Moi-même j'ai commencé à enseigner en 2006. Je ne suis pas le même prof que j'étais en 2006. Parce qu'il y a des choses qui changent, qui évoluent au niveau de la société, au niveau parfois des attentes des élèves aussi. En même temps, il y a eu des choses qui ont changé aussi au niveau du contenu du cours, au niveau de notre programme. Donc les cours évoluent, mais je pense que le cours de religion était nécessaire puisqu'on apprenait réellement des choses, et même lorsqu'on n'apprenait pas des choses de façon concrète pour certaines personnes, parce qu'il y a des critiques quand même. Donc je pense que le cours de prof de religion avait une fonction à jouer dans l'éducation de ces jeunes-là. Certains professeurs ont joué un bon rôle, certains peut-être pas, certains peut-être ont abandonné. C'est une question donc en fait qui concerne essentiellement aussi les personnes qui sont au-dessus de nous, puisque les profs de religion, en fait, finalement, il y a des gens qui les désignent, il y a des gens qui les forment. Donc c'est pas je pense le professeur ou le cours qui est problématique, mais je pense qu'il faut faire une bonne sélection, la formation des professeurs déjà au départ. Donc maintenant, on va pas rentrer dans les détails sur ce sujet-là, mais en tout cas c'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense vraiment que les cours de religion sont nécessaires en fait, et je pense qu'ils sont assez
complémentaire au cours de citoyenneté. Tout à fait. Comme il le soulignait, je pensais que non seulement c'est important, mais le cours de citoyenneté également. Enfin, je sais pas pour vous, ça fait quand même assez longtemps que je suis sortie des secondaires. Je parais jeune, mais j'aurais aimé, moi, peut-être qu'on puisse m'expliquer un peu comment tout fonctionne à l'extérieur, comment ma commune fonctionne. J'aurais aimé qu'un échevin se déplace dans ma classe et m'explique peut-être que voilà, plus tard tu devras voter. Et j'aurais aimé qu'on m'explique pourquoi Le il y avait un fonctionnement de la intérêt. commune, le fonctionnement de l'État, la législation. Évidemment, etc. après ça dépend des études qu'on fait. Tout le monde n'a pas la chance de faire cours de Sciences Po, citoyenneté, mais je veux dire par là que c'est un minima peut-être pour ces personnes que de comprendre un peu dans le monde dans lequel ils vivent et à l'extérieur. On leur dit tous, mais votez, vous avez 18 ans, mais votez pourquoi, pour qui, comment? Est-ce qu'on est descendu dans les classes pour leur expliquer tout ça? C'est quand même... Je trouve que c'est un minimum et sincèrement, je pense que ce cours intéresserait énormément de personnes parce que le cours de religion, à la différence de la citoyenneté, on peut déjà commencer chez soi, sa famille, on nous inculque la religion également, donc soit catho ou musulman, la foi elle y est, donc peut-être que le prof de religion va pouvoir mettre certaines bases, comment ça fonctionne à l'école, mais la citoyenneté, ça ne démarre pas forcément dans les familles et je pense que l'école est un vraiment très bon cadre pour entamer. Tout à fait. Tout à fait. Alors Kevin, par rapport au radicalisme, les jeunes dans les quartiers, etc., est-ce que vous avez une vision, par exemple, de traiter cette problématique quand même qui touche un petit peu partout dans le monde, où il y a maintenant part du radicalisme et religieux. Qu'est-ce que vous avez, par exemple, à apporter en tant qu'élu demain? Moi, je vais le faire en 2 temps. D'abord, pour revenir sur le cours de citoyenneté, alors on plaide tous ici autour de la table pour une même vision. C'est-à-dire une vision harmonisée du cours de citoyenneté. Actuellement, le cours qui est en place, je tiens à le rappeler, c'est ce cours qu'on nommait cours de rien. Ok, il a évolué. On a essayé de faire un pas en avant, mais il reste encore énormément de choses à faire pour qu'on arrive à ce cours où on montrera à nos jeunes comment sont nos structures en Belgique, comment fonctionne-t-elle, c'est quoi une vraie citoyenneté. La mission de l'éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles est de former des cracks, des citoyens actifs, critiques. Et pour le moment, c'est pas tellement ce qu'on fait. Et pourtant, c'est la mission première de ce cours. Donc là encore, on a tous ensemble en tant que candidats, mais aussi en tant que citoyens engagés de son côté, un rôle à jouer pour qu'on puisse arriver sous cette forme du cours de citoyenneté. Maintenant, pour revenir à ce que vous parliez, au sujet des jeunes qui finissent donc radicalisés. Tout à l'heure, je pense que c'est Toufane qui a fait la remarque, ou alors Georges, je ne sais plus. Il y a ce moment où on est en cours. Et puis, il y a tout ce temps qu'on passe en dehors des heures de cours. Qu'est-ce qu'on fait pour aménager ce temps? Parce que finalement, quand on regarde du côté de la pédagogie et des grands leaders de la pédagogie aujourd'hui, on se dit qu'il y a énormément de temps en dehors des cours qui forment où le jeune fabrique son identité, fabrique la manière dont il se voit dans la société. Qu'est-ce qu'on fait pour aménager ces cours? Alors là, il y a le sport, il y a des cours, il y a de la littérature, il y a la lecture, il y a des activités. Et là, en revenant encore, quelles sont les activités extrascolaires qui sont proposées? Dans quel cadre? Est-ce que tout le monde sait qu'ils y ont accès? C'est là qu'il faut aller piocher. Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils ont les moyens d'y aller? Alors, il y a plein de choses qui se font, mais encore une fois, c'est pas communiqué. L'information n'arrive pas où elle doit arriver, et je pense que c'est là qu'il faudra attaquer. C'est ces enfants, une fois qu'ils sortent de l'école, qu'est-ce qu'ils font? Il faut les occuper autrement. Voilà. Et c'est vraiment un des plus gros déficits de la commune aujourd'hui. La politique de jeunesse, la politique sportive est quasiment inexistante. Et je n'attaque encore une fois en disant ça pas des personnes, mais je fais le constat que de plus en plus souvent, dans des communes escarpées en particulier, la commune et le budget communal sert à répartir des subsides qui viennent d'ailleurs, à donner quelques chèques sport, 50 000 euros de chèques sport, à les répartir, et puis c'est tout. Et donc, je suis un des partisans, depuis que je suis tout jeune, j'étais moi-même sportif, un des grands partisans de l'intégration sociale des jeunes par le sport, par les clubs, de petite taille, pas nécessairement le sport compétition de haut niveau. Bien sûr, les hauts niveaux sont toujours intéressants parce qu'ils tirent les jeunes vers le haut. Tout le monde n'est pas Nafisa Toutiam, ou Nico Forov en judo, qui sont tous l'un escarbécois. Mais tout le monde doit avoir la capacité de pouvoir s'investir dans une discipline sportive où ils trouvent là un cadre structurant, ils font quoi? Pourquoi vous trouvez le sport comme un facteur ou un vecteur très important justement dans cet accompagnement qui va permettre peut-être aux jeunes un avenir meilleur et lui éviter le radicalisme? Parce que moi j'étais un gamin de rue et c'est le sport qui m'a sauvé. C'est à 12 ans, j'ai commencé à faire de l'athlétisme via des activités parascolaires et on m'a
intégré dans un club d'athlétisme de Scarbeck, où j'ai appris quoi? Je suis jamais devenu une grande vedette, mais j'ai trouvé un groupe humain. J'avais des entraînements, si je voulais, tous les jours. Et en fait, j'ai appris le sens de l'effort. Et puis, j'ai fait du rugby. Et au rugby, on apprend deux choses. Un, que pour marquer un essai, on ne réussit jamais à marquer un essai tout seul. On doit s'appuyer sur une équipe, l'esprit d'équipe. Et deux, on apprend une deuxième chose. C'est le respect de l'adversaire. Et on prend une troisième chose, c'est que dans une équipe de rugby, vous avez des gros forts et lourds, des petits tout malins, mais très, très mobiles, et des grands qui courent vite. Eh bien, ça prend, dans une société, c'est la même chose. Il faut mutualiser les efforts et apprendre que dans les différences, on peut trouver énormément de richesses. Alors, à Scarbeck, apparemment, il y a des problèmes dépôts clandestins. Il y a des canettes, papier jetées par terre. Il y a pas mal de problèmes au niveau propreté. Est-ce que l'administration n'applique pas les sanctions nécessaires ou quel est l'autre problème qui justement... Je pourrais répondre à cette question, mais je préfère que ce soit les jeunes et tout fans qui y répondent. Je donne la parole ça au quotidien. Voilà, oui, vous êtes des Scarbecquois, donc est-ce que c'est juste, d'abord? D'abord, la question, si c'est juste si... C'est juste, est-ce que ça existe vraiment, ces dépôts clandestins? En fait, moi, personnellement, j'en vois pas dans les rues là où j'habite, parce que je pense que j'habite dans un bon côté de Scarbeck. Ouais. Je vois quand même dans mon immeuble des gens qui mettent leur poubelle à droite à gauche sans réfléchir. Mais bon, franchement, je pense quand même que dans la ville en général, lorsque nous passons parfois, nous constatons des dépôts clandestins. Mais donc, je ne sais pas que la commune a fait son boulot, je pense, mais bon, c'est un peu les gens qu'il faut rendre responsables, je pense, parce que quand bien même on essaie de faire le nécessaire, parfois on n'arrive pas à suivre ce que les gens font. Mais je pense que c'est pas le plus gros problème de Scarbeck, je pense. Il y en a de temps en temps. On va réviser à ce problème, je pense. On va essayer. Parlons, votre avis. Situation de ce matin, mon voisin vient de se prendre une énorme amende de 500 € parce qu'on a réussi à trouver son nom dans une poubelle parce qu'il n'avait pas assez bien trié et pour un dépôt. Donc vous avez fait ce travail? Ah non, j'ai pas moi cette personne, mais je veux dire par là que je pense que la commune fait son travail, c'est pas, j'ai rien à redire là-dessus. Maintenant, oui, certainement, le dépotoir, il y en a partout. Ça existe. Moi, je suis du coin de Dailly. Sincèrement, je suis un peu déçue des fois. Il y a quand même énormément de touristes de ce côté-là également. Je m'en envie de dire où est-ce qu'on va. Donc oui, certainement, il y avait quand même quelque chose de plus à faire. Par contre, je suis peut-être contre des sommes astronomiques pareilles parce que 500 €, je pense que tout le monde ne peut pas se le permettre. C'est énorme. Je suis certaine que maintenant, elle ne recommencera pas. Mais bon, je pense qu'il y a quand même d'autres manières comme la prévention, essayer de leur dire... Le recyclage, c'est quand même quelque chose de super important, ou simplement faire attention, mettre à disposition peut-être plusieurs endroits pour déposer les vieux matelas qui traînent dans les rues, mais beaucoup plus, certainement c'est plus possible. Donc, Kevin, par rapport à la propreté? Alors, de mon côté, je rejoins tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit avant moi, mais moi je pense qu'on a un vrai problème de propreté à Scarbeck. Parfois, quand on vient avec ses amis, qu'on vient avec la famille qui vient d'ailleurs, on a parfois honte de passer dans certaines de nos rues. Et là, ça permet de pointer un truc que tu as très bien dit. Tu le sens pas parce que peut-être tu viens d'un quartier où ça ne se passe pas comme ça. Et c'est là que vient notre souci de fracture. C'est comme si la commune était divisée en deux. Il y a le bon Scarbeck et il y a le Scarbeck dont on s'occupe moins bien. Mais c'est là tout le problème. C'est pas comme ça qu'on dirige une commune. Une commune, c'est l'entièreté. C'est pas simplement je m'occupe d'une partie. Voilà, c'est le même traitement. Il n'y a pas de discrimination entre citoyens. Donc il prend toutes les parts de toute la commune. Et force est de remarquer que dans certaines parties de la commune, la propreté est un très gros problème. Par exemple, quels sont ces quartiers Supposons la place Litz. Allons vers la gare du Nord. Alors, je vais pas aller dans l'extrême, parce que là, on me dira, c'est des exemples très caricaturaux. Mais remontons un peu plus haut, sur l'avenue Roger. Ouais. Bah oui, on voit clairement. C'est catastrophique. Il suffit de passer, on passe le matin, on revient le soir, c'est la même chose. Parfois, moi, j'habitais du côté bienfaiteur. Et parfois, la place est dans un état, on se demande, mais que font les gens? Alors oui, il faut des campagnes de sensibilisation. Moi, je suis pour les réprimandes, parce que ça aussi, c'est une manière ou l'autre d'apprendre aux gens qu'il ne faut pas faire ce genre de bêtises. Mais au-delà de ça, il faut une vraie campagne de prévention. Et je pense que c'est aussi cela qui manque. Peut-être pour ajouter un point final à ce qui vient d'être dit, que je rejoins totalement, il y a deux gros défauts dans les politiques de propreté qui sont menées sur le territoire de Scarbeck.
Le premier défaut, c'est que vous devez savoir qu'il y a pas moins de 7 opérateurs de propreté différents qui opèrent sur le territoire de la commune. Pourquoi? Parce que la commune ne maîtrise pas l'entièreté du nettoiement de toutes les voiries. Il y a les voiries régionales, il y a les voiries qui sont entretenues, les rails de tram par la STIB, il y a Bruxelles Environnement qui intervient, il y a encore d'autres opérateurs dont il y a encore, là encore, il y a un problème de coordination. Et il n'y a pas de coordination en tout. Et donc le problème qui se pose, c'est que quand moi j'entends mon ami Sadiq Coxal, échevin de la propreté publique, s'exprimer en disant « Ah, la chaussée d'Art, c'est pas moi, c'est la région » ou la rue des Palais, c'est pas moi, c'est la région. J'entends bien ce qu'il dit. Et il n'a pas tort de dire ce qu'il dit. Mais quand on est soi-même citoyen, on s'en fiche complètement de savoir si c'est la faute d'un tel ou d'un tel. Ce qu'on veut, c'est que les rues soient nettoyées et soient propres. Et donc, moi, je plaide, en tout cas dans notre programme, pour qu'il n'y ait par commune qu'un seul opérateur territorial pour toute la commune. Et qu'on concentre tout, quitte à nécessairement à envoyer les factures à payer à la région, à l'opérateur défaillant. Mais on doit faire ça. On doit faire ça. 2, je suis d'accord qu'il faut sanctionner les incivilités, les gens qui jettent des pipasses par terre, des mégots de cigarettes par terre, des boîtes, des canettes de bière, et il y en a beaucoup et partout malheureusement, même dans les beaux quartiers. Mais il faut aussi leur donner l'occasion de déposer leur crasse quelque part. Et donc nous proposons un véritable plan poubelle, où on met d'autant plus de poubelles qu'on a des quartiers où il y a des concentrations, par exemple, de restaurants. Il faut le faire, au-delà du nettoiement. Donc on ne peut pas punir les gens si on ne leur donne pas en même temps la possibilité d'avoir des comportements vertueux. Et c'est ça qu'on doit faire, et c'est notre programme. Kevin vient de dire qu'il y a le beau Scarbeck, et puis alors il y a le Scarbeck qui ne bénéficie pas du même traitement. Oui. Est-ce que ça existe vraiment, qu'un Scarbeck dont on s'en occupe pas? Là, vous touchez au cœur de notre programme, qui est notre slogan, qui est réunir Scarbeck pour réussir Scarbeck. Encore une fois, c'est pas une attaque politique, mais c'est un constat que je fais. J'ai maintenant bientôt 40 ans d'expérience politique. Le constat que je fais, c'est que on est dans une commune à 2 vitesses. Il y a une partie de Scarbeck qui s'est fortement développée avec des politiques convergentes. On a rénové le parc Josaphat, 10 millions d'euros de Belle-Iris. On a rénové le crossing, 8 millions de Belle-Iris. On est en train de rénover le bassin de natation, 6 millions de Belle-Iris. Tout ça, c'est très bien. On a un bâti exceptionnel, un patrimoine architectural exceptionnel, mais qui est concentré essentiellement dans le moyen et le haut Scarbeck. Et qui monte de plus en plus à cause de quoi? Mais simplement parce que la ville devient une ville internationale et qu'il y a des gens qui seront capables de se payer ça. Alors le niveau social monte d'un côté. Et le bas? Mais dans le bas Scarbeck. Et encore une fois, c'est pas du tout une critique contre le bourgmestre Claire Failly, du tout. Vous avez précisé ça. Je le dis encore une fois, c'est lui qui a sorti Scarbeck du trou dans lequel on était. Depuis 1994, où il est devenu échevin de l'urbanisme, c'est grâce à lui et au collège, dont je faisais entre autres partie pendant 12 ans, qu'on a mené tous les contrats de quartier, qui ont rénové les rues, les voiries, lutter contre les champs climat. Tout ça a été fait. Malheureusement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de faire des bons trottoirs pour que les gens qui vivent dans ces quartiers se sentent intégrés, se sentent accueillis, se sentent, comment dirais-je, impliqués dans la gestion communale. Et quand je dis citoyens de vitesse, c'est vraiment ce que les gens de ces quartiers-là vivent. Les jeunes de ces quartiers, mais les moins jeunes, me disent, Monsieur Verzin, nous nous sentons à peine tolérés. Et quand j'entends la majorité sortante dire Scarbeck, c'est vraiment the place to be, c'est le nouveau Saint-Gilles, même dans des interviews, on va jusqu'à dire c'est le nouveau New York et le parc Josaphat, c'est Central Park. Je pense qu'il faut raison garder et dire oui, c'est vrai pour la moitié des habitants, c'est malheureusement loin d'être vrai pour l'autre moitié. Et notre volonté à nous, c'est de réunir tous ces gens-là et de considérer tous les Scarbecois, sans exception. Parlant de ces négligences et peut-être aussi ce manque du même traitement, il y a le problème du logement au niveau de Scarbeck. Il y a encore plus de 700 logements qui ne sont pas encore rénovés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la problématique du logement à Scarbeck? Ben, nous avons la chance d'avoir dans nos rangs une personne qui est observatrice au foyer scarbecois, la personne de Fawzia Chiadek, qui est, je dirais, le chantre de la justice sociale dans les logements sociaux. C'est avec elle que nous avons dénoncé les logements non pas inadéquats, mais carrément insalubres. On a plus de 10% de ces logements sont indignes comme étant un lieu de vie pour un être humain. C'est inacceptable
pas sur le plan politique, c'est acceptable sur le plan purement humanitaire. On ne peut pas mettre une famille avec 2, 3 enfants dans un 3 pièces cuisine avec la douche dans la cuisine. D'ailleurs, il y a eu des morts. Il y a eu un mort dans un incendie. Alors, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, je ne veux pas faire de populisme, mais une des priorités du MR, avec Fawzia Chiadec, qui est d'ailleurs pour cette raison à la 4e place sur notre liste, c'est vraiment de lutter contre ces chambres, 2, de rénover les 700 logements en priorité, et 3, de générer une offre de logements sociaux, non pas en construisant des grands ensembles qui sont, on sait bien, criminogènes très souvent, parce qu'on concentre des populations dans des quartiers, mais bien avec l'agence immobilière sociale, de réinvestir, d'acheter des immeubles à rénover dans tous les quartiers et avoir de la mixité sociale dans le quartier avec des moyens communaux qui aujourd'hui sont permis par la loi. Donc faisons ça. Quelle est votre évaluation, Laure, par rapport au logement à Scarbeck, d'après ce que vient de dire Georges Bérézin, et en sachant qu'il y a des chiffres qui sont objectifs par rapport à la salubrité des logements sociaux? Certainement. Moi, j'y penserais plutôt du côté des jeunes. Enfin, j'ai quand même énormément d'étudiants qui viennent, que soit de Saint-Louis, soit de l'ULB, soit des étudiants touristes qui viennent dans Scarbeck. C'est à eux que je pense quand ils essayent de rechercher un cote, et malheureusement, non seulement ne pas trouver de cote, mais en plus les trouver dans un état lamentable. Quelle image est-ce qu'on donne non seulement de Scarbeck, mais des Belges quand c'est des touristes? La plupart du temps, il y a beaucoup de cotes qui viennent, des étudiants qui recherchent des cotes parce qu'ils sont étudiants en échange, etc. Je veux dire, j'ai eu l'expérience, moi, inverse, puisque je suis partie en échange et ça a été horrible. Donc je me mets à la place des personnes qui viennent chez nous. C'est quand même lamentable. Je pense que sincèrement, il y a énormément de choses à faire de ce côté-là. Toufan, par rapport au problème. Je pense que si la commune, en fait, donc, dans ses compétences, en fait, de ces logements, il faut évidemment donc, prendre en charge convenablement, comme le souligne bien Georges, il faut le rendre vivable pour les gens qui vont y habiter. Donc, ça ne sert à rien de louer les maisons des personnes en fait dans lesquelles ils vont pas être heureux et où ils risquent de mourir, comme on l'a souligné. Je pense que c'est une responsabilité de la commune. Il faut prendre ça donc comme une priorité, je pense. Kevin, votre avis par rapport au logement? Moi, je vais réagir en simple citoyen. J'apprenais dernièrement qu'il y a une partie de ces logements sociaux qui avaient été rénovés. Et que le résultat était que les rénovations, ça ne s'était pas bien passé. Et qu'il y avait encore des problèmes d'humidité et que sais-je. Objectivement parlant, oublions la politique et soyons simplement humains. Comment supposer que le travail a été bien fait, sachant qu'il y a eu donc un appel d'offres public, que tout s'est super bien passé et qu'à la fin, après construction, après rénovation, on se rend compte qu'on a fait une erreur. Et là encore, on revient à ce problème de bonne gouvernance. Est-ce qu'on peut appeler cela de la bonne gouvernance? Qu'est-ce qu'on explique à ces gens? On a rénové vos bâtiments et il s'avère qu'à la fin, on l'a pas bien fait et qu'on doit tout recommencer à zéro. Mais ça, c'est l'argent de nos impôts. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est juste. On va passer au point suivant. Donc, le chômage, les jeunes, les PME, les sociétés, donc qui payent énormément de fiscalité, de redevances, de frais de parking, etc. au niveau de Scarbeck. Est-ce que ces entreprises allaient donner du boulot aux jeunes dans cet état-là? Je suis quelqu'un à ce niveau-là qui suis assez déçu. Et déçu pourquoi? Parce que nous avons la chance d'avoir un gouvernement fédéral aujourd'hui, avec le MR, mais pas que, qui a mis pour la première fois en route en Belgique un véritable plan de relance de l'économie. En diminuant par le tax shift les charges sociales qui pèsent sur les entreprises et surtout les PME. Qui permet aujourd'hui à une entreprise d'engager son premier employé sans du tout de charge sociale à vie. Tout à fait. À vie. Et qui, par le augmente le pouvoir d'achat des salaires les plus faibles. Je ne pense pas que dans les 20 dernières années, on a eu un gouvernement aussi social et aussi inventif. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de relais de cette politique-là au niveau scarbecquois. Quand je vois aujourd'hui qu'entre 2013 et 2017, et les chiffres que je cite sont les chiffres du budget, entre 2013 et 2017, les taxes, la fiscalité qui pèse sur les entreprises, toutes entreprises confondues, et les professions libérales, ont augmenté en 4 ans de 10 millions d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? Le résultat des courses,
c'est que les entreprises dont on réduit les charges au niveau fédéral se sentent complètement étranglées au niveau local et qui surcompensent les efforts qui ont été faits. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, les entreprises, ne créent pas d'emplois à Scarbeck. 2, elles délocalisent, elles vont ailleurs, elles quittent Scarbeck, retrouvées dans des endroits peut-être plus faciles à gérer économiquement, où il y a un gros potentiel, et où surtout, il y a un véritable accompagnement des jeunes entrepreneurs et des jeunes commerçants. À Scarbeck, pour se battre, et Kevin en est le témoin, vraiment, quand un jeune veut lancer un établissement un peu branché, même dans des beaux quartiers, je vais être vulgaire, pendant 6 mois, on n'arrête pas de l'emmerder. Et ça, c'est le vécu d'un jeune entrepreneur de 30 ans, vertueux et respectueux des lois. Et j'aimerais bien que Kevin en parle, parce que c'est illustratif de toute une politique. Pouvez-vous en parler? Le cas ici présent qui est donné, c'est le cas d'un jeune entrepreneur, comme Georges le précise, qui ouvre donc son établissement à Scarbeck, qui se retrouve d'abord avec plein de problèmes avec la police, pour le permis d'urbanisme, pour le permis de la terrasse. Pour le permis de la terrasse, ça avance, et pour le permis d'urbanisme, ça bloque. Ça bloque parce que dans la commune, on a, il semble-t-il, une politique sur l'ouverture des pitadourums, qu'on va appeler ça des snacks. Et qu'on a peur qu'en donnant, c'est le liseré, c'est ça? Donc c'est en fait, il faut qu'on se trouve dans un environnement qui est dans un liseré commercial au sens du PRAS, du plan régional d'affectation du sol. Mais il y a plein de micro-quartiers à Scarbeck où on n'est pas dans un si petit territoire aussi lisible. Le PRAS, c'est des grandes orientations. Et donc des quartiers commerçants, mais qui ont moins d'importance, se retrouvent hors de ce liseré commercial. Et là, tout changement d'affectation débouche sur vraiment une kyrielle d'empêchement. Et au nom d'un risque futur, hypothétique, on bloque un dossier vertueux qui était là aujourd'hui, avec un jeune qui a investi son propre argent, qui en a son 2e établissement, et qui marche et qui réussit. Pourquoi est-ce que ça réussit à Etterbeek et ça foirait à Scarbeck? Et comment expliquer cela à un jeune entrepreneur? Oui. Quelle est la réponse? Il n'y en a pas. On le reçoit et on dit tout simplement que oui, la commune ne fonctionne pas, parce que ça c'est le résultat. On ne soutient pas vraiment les jeunes. Mais on ne soutient pas du tout. À se développer, vraiment à devenir entrepreneur. Là, c'est pas le seul cas. C'est vrai qu'en tant que jeune, et pourtant le siège de la LJE, des jeunes entrepreneurs, donc l'initiative qui est lancée dans les écoles pour pousser les jeunes à entreprendre, se trouve à Scarbeck. C'est ça finalement le paradoxe. Aujourd'hui, on arrive dans un gouvernement où on veut inciter les jeunes à entreprendre. Parce que finalement, c'est l'avenir de demain, c'est ça. C'est entreprendre. Et pourtant, quand on regarde au niveau de Scarbeck, la tâche s'avère beaucoup plus compliquée que prévu. Parce qu'on n'est pas spécialement aidé, il n'y a pas spécialement d'accompagnement. Et moi, l'exemple que je prends toujours, c'est celui du Job Days. Moi, j'ai dû suivre un stage à un moment à Uccle. Et donc, j'ai participé la dernière fois, j'ai pu assister à l'organisation du grand Job Days. Et je me disais, pourquoi on n'avait pas ce genre de choses à Scarbeck? À Scarbeck, je sais que j'ai vu dernièrement des affiches où on parlait d'un Job Days qui date déjà de plusieurs années. Mais depuis, qu'est-ce qui a été fait? Rien du tout. Pourtant, les jeunes, finalement, il faut les mettre en contact avec les gens, avec les employeurs qui sont en mesure de les employer. Mais encore une fois, c'est un travail qui n'est pas fait. Alors, par rapport à vous, est-ce qu'il y a des possibilités, des options, des propositions pour les jeunes qui veulent entreprendre au niveau de Scarbeck, à votre avis? Il a raison, quand je dis qu'il faudrait à tout prix aider les jeunes à non seulement trouver un emploi, etc., mais organiser quelque chose pour eux. Je suis totalement pour, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait quelque chose... en tout cas, parce que je suis également jeune et que j'ai commencé à travailler, à arriver dans le monde du travail il y a 1 an et demi, toutes ces démarches, elles se font toutes seules, grâce aux parents, grâce à la famille, grâce à des amis, mais je n'ai pas eu... C'est le réseau social et le réseau familial. Donc encore une fois, ça reste segmenté, et donc on n'aide pas les gens à sortir de là où ils sont. J'ai dû me débrouiller toute seule à aller chez Acteris, à Scarbeck, essayer moi-même de me démarcher, et ils ont beau essayer de me dire... Aucun accompagnement? Non, malheureusement, j'ai plus de 25 ans et je suis diplômée trop tard et j'ai peut-être trop de compétences. Excusez-moi, c'est la première fois que j'entends ça. Mais vous inquiétez pas, mademoiselle, vous allez forcément trouver du travail. Merci, bonne chance, hein. Et c'est exactement ça qu'on m'a dit. Toufan, la même chose? Vous avez l'impression qu'on n'accompagne bien pas les jeunes vers une autonomie? Je pense, en tout cas, mes amis ici ont parlé de beaucoup de choses et ils avaient raison sur beaucoup de points. Mais moi, quand je pense des entreprises et tout ça,
Au niveau scarbécois, les plaintes que j'entends ces derniers temps, puisque je discute avec les habitants, c'est concernant par exemple les cartes de riverains, les cartes de riverains qui sont excessivement chères. Déjà pour le citoyen, je pense, lorsque c'est la première voiture, on avait dit il y a ces 28 €, je pense qu'on devrait penser ça au niveau du citoyen à rabaisser ce prix. Mais aussi, surtout aussi pour les entreprises qui viennent s'installer à Schaerbeek. Première voiture, deuxième voiture, apparemment, je connais pas maintenant les chiffres qu'on m'a cités, je m'en souviens plus exactement, mais c'est des chiffres astronomiques, c'est très cher, et à partir d'un certain véhicule, apparemment, on n'a plus le droit du tout. Donc ça, je pense qu'à ce niveau-là aussi, il y a des choses à faire pour un peu encourager aussi les gens qui installent un commerce ou une entreprise, en fait, puisque finalement, malgré tout, on est dans une société en fait, où le transport est nécessaire et important. C'est une question, je pense, qu'il fallait aussi souligner. Une dernière question, Georges, le problème de chômage, les problèmes de propreté, insécurité, les problèmes justement maintenant dont on parle concernant la taxe, la fiscalité, etc. Et alors on parle beaucoup du vivre ensemble. Comment avoir ce vivre ensemble dans un climat où on trouve énormément de besoins nécessaires pour justement valoriser cette cohabitation du vivre ensemble. Mais donc, sur les priorités, juste avant de répondre à votre question, il faut ajouter deux immenses problèmes qui sont le stationnement et la mobilité. Toufan vient d'en parler. Et on ne peut pas régler le problème des taxes riverains et sans régler en même temps le problème du stationnement. Mais on en parlera peut-être dans un autre... Sur le vivre ensemble. Notre programme, je pense, a non seulement le mérite d'être original, mais aussi d'être complet. Réussir le vivre ensemble implique plusieurs conditions. La première condition, c'est la laïcité politique. La séparation du droit et de la foi, de la primauté du droit sur la foi, de la mixité, de l'égalité homme-femme, bref, toutes ces valeurs universelles qu'il faut impérativement respecter. Toutes les religions, Toufan l'a dit, sont éminemment respectables dans la sphère privée. Et donc le vivre ensemble, c'est se respecter chacun dans sa croyance ou sa non-croyance religieuse, mais se dire que pour vivre ensemble, il faut un espace où seule la loi qui s'impose également à tous les citoyens a droit de citer. Première chose. Deuxièmement, c'est la citoyenneté, on en a longuement parlé aujourd'hui, c'est qu'il faut, pour vivre ensemble, être moins consommateur d'une commune que devenir son propre producteur de citoyenneté. Et donc, je pense que pousser les citoyens à s'impliquer, au-delà du cours de citoyenneté qu'on va donner, qu'on commence à donner dans les écoles, s'impliquer dans le processus de prise de décision, des décisions qui les concernent directement, leur vécu quotidien. Si les gens ne s'impliquent pas plus, et si on ne leur donne pas l'occasion de le faire, on a raté une deuxième occasion de vivre ensemble. La troisième condition, on en a parlé aussi un petit peu, c'est l'éducation. Vivre ensemble commence par donner à des jeunes qui, le hasard de la naissance a fait naître d'origine immigrée, par exemple, et défavorisée, de leur donner une vraie égalité de chances dans la vie par l'éducation et l'enseignement. C'est essentiel, c'est la base de tout. Et la quatrième condition, je terminerai par là, pour ne pas être trop long, c'est la culture. Je pense que la culture est le plus grand vecteur de cohésion sociale qui soit. Parce que c'est la culture qui organise le dialogue interculturel entre toutes les cultures. Et moi, vous savez que j'ai été chef de la culture pendant 12 ans, je suis vraiment un fervent partisan de l'interculturalité, du dialogue entre les cultures. Chaque culture, quelle qu'elle soit, a des choses magnifiques à nous proposer. Et pas simplement des caricatures réductrices de telle ou telle culture. On ne souligne jamais assez l'importance des apports de l'islam à la civilisation européenne. On ne dit pas assez combien l'islam des Lumières, entre le 9e et le 13e siècle, ont été les transmetteurs de la civilisation égyptienne et puis grecque vers le Moyen-Âge. Sans l'islam, il n'y aurait pas eu de renaissance en Belgique, en Europe. Et donc, dire aujourd'hui à des gens de convictions et de croyances différentes que la civilisation dont ils sont issus a été, à un moment de l'histoire, une grande civilisation, mais ça vaut pour tous et pour toutes, c'est manquer d'abord un devoir de mémoire, mais aussi c'est empêcher les personnes qui sont issues de ces civilisations d'être fières, de porter l'identité qui est la leur. Et dire à ces gens, non seulement vous pouvez être fiers, mais en plus vous pouvez la partager. Et nous pouvons la partager ensemble, c'est magnifique, et ça c'est vraiment le rôle de la culture. Georges a parlé de
comment réussir le vivre ensemble, parle aussi de l'interculturalité, sachant que dans les communautés, d'une manière générale, il y a un ensemble, vous avez aussi parlé de la culture c'est un ensemble de création, créativité, c'est les traditions, la culture, la religion. Est-ce que les personnes qui sont par exemple dans ces communes, la commune de Schaerbeek, acceptent justement ce vivre ensemble, ces conditions, avec un support interculturel, ou alors vous sentez qu'il y a ce repli identitaire chez ces personnes? En fait, il y a les deux. Je pense que depuis les années 80, toutes les communautés en fait qui composent Schaerbeek, je pense qu'ils vivent relativement bien. Je pense que les gens vivent leur culture, leur religion de façon très libre. Bon, il y a eu effectivement des événements qui ont eu lieu en dehors de notre pays au départ, et puis bon, qui sont arrivés jusqu'ici quand même. Après, bon, on créait comme ça un climat d'un peu d'incertitude et de peur. Je pense que justement l'avenir en fait c'est pour travailler, pour œuvrer, pour dissiper ce brouillard en fait qui vient un peu, ces nuages qui viennent noirs, qui viennent s'installer un peu sur notre pays et sur Bruxelles aussi. Je pense qu'en fait nous avons à Schaerbeek en fait la chance de vivre plein de langues, plein de cultures, plein de religions. Sur la religion musulmane on en parle, mais les diverses formes du christianisme, du judaïsme, c'est vrai que malheureusement au niveau du judaïsme, les synagogues sont en vente, la communauté un peu se retire de Schaerbeek, je suis assez triste à ce niveau-là. Mais sinon, nous avons des communautés chrétiennes, roumaines, africaines, nous avons des musulmans, enfin de toutes sortes de musulmans, parce que les musulmans aussi ne sont pas homogènes. Par exemple. Comment ? Quelles sont les raisons qui poussent Je sais pas, c'est peut-être pour des questions démographiques, peut-être aussi pour des questions d'insécurité qu'on a évoquées là tantôt. Je pense que on a entendu en fait que dans les médias ces derniers mois que certaines synagogues ont été vendues à Schaerbeek, donc voilà, près de la place Pavillon. Je pense que celle qui se trouve sur la rue de Brabant aussi, peut-être à vendre. Maintenant, il faut que je reconfirme si c'est le cas. Non, c'est vrai. Donc, en fait, cette diversité, c'est une richesse, que ce soit le judaïsme, le christianisme, dans toutes ces versions, l'islam, en fait, dans toutes ces versions, puisque les musulmans aussi ne sont pas homogènes. C'était une richesse pour Schaerbeek. Il y a aussi d'autres spiritualités que j'ai pas citées ici, mais donc c'est une richesse. Il y a une compétence dans la commune qu'on a donc pour le culte. Je pense en fait qu'il faut œuvrer vraiment pour que toutes ces religions, en fait toutes ces spiritualités puissent s'exprimer, s'épanouir en fait, évidemment dans les limites fixées dans la loi. Je pense que c'est nécessaire de travailler là-dessus. Je pense aussi il faut laisser les gens vivre. Et puisqu'en fait, si les gens ne viennent pas les déranger, je pense que les choses se font assez normalement, je pense que assez naturellement. Je pense qu'en fait, il faut créer des occasions pour les interactions, pour des rencontres. Les gens ne se connaissent pas. Parfois même les voisins qui sont l'un à côté de l'autre dans un même immeuble ne se connaissent pas. Je pense qu'il faut créer des occasions pour que les gens se rencontrent, discutent. S'il y a des problématiques, il faut crever parfois l'abcès. Il faut discuter, s'entreconnaître pour un peu en fait améliorer les choses. Les gens ont peur en fait des choses qu'on connaît pas. Et puis les médias évidemment n'aident pas. Les médias en fait vont relater souvent des choses négatives. On va se focaliser sur quelques en fait mauvais exemples pour un peu généraliser. Mais évidemment la généralisation c'est pas une chose très positive parce que ça crée des stéréotypes et des idées préconçues qui s'installent et qu'on a du mal en fait ensuite à recorriger ou à désinstaller. Je pense que vraiment la commune a un rôle à jouer, il a une compétence et vraiment il faut donner le moyen aux églises et aux mosquées qui se trouvent en fait dans les territoires de la commune de s'exprimer, justement il y a des portes ouvertes qui se font de temps à autre, il y a des gens qui se rencontrent, des chrétiens, des juifs, des musulmans qui se rencontrent à Schaerbeek durant toute l'année, ce que nous faisons aussi nous dans nos écoles, des rencontres interconvictionnelles. Je pense que la religion peut contribuer en fait à l'épanouissement et au bonheur de notre ville, de notre cité. D'ailleurs, pour reprendre un peu ce qu'il dit, la liste de Georges, en tout cas notre liste, j'ai l'impression qu'elle reprend, enfin, j'ai pas l'impression, c'est le cas, elle reprend vraiment tout le monde, que ce soit issu de la diversité et de multiculturalité. Et je suis plutôt assez fière de me présenter sur une liste dans laquelle ça permet simplement le dialogue également à travers toutes les multiculturalités, vu qu'on est d'origine albanaise, turque, belge, ça permet le dialogue, mais religion également. Donc la question ne se pose même plus dans la diversité, parce que notre liste est issue de la diversité. Quel est votre rapport personnellement dans le cadre de ce vivre ensemble, ces interactions, qui sont
Je suis née en Belgique, je suis d'origine albanaise. Je suis une globe trotteuse dans l'âme, j'ai parcouru le monde, j'ai fait mes études à l'étranger. Je pense que la multiculturalité, c'est ma... Et je pense même pas seulement moi, j'ai l'impression que c'est le cas pour énormément de jeunes aujourd'hui, que ce soit le fait d'être européen, citoyen européen aujourd'hui, ça coule de source pour énormément de gens. Tout le monde a une double nationalité, tout le monde a des origines. Partir du principe qu'on est tous divers fait partie de Scarbeck, c'est quelque chose d'énorme et puis c'est tout simplement notre slogan, réunir Scarbeck, c'est réunir tout le monde sur une même liste, la nôtre. Kevin, vous avez parlé tout à l'heure de l'identité, chacun va construire son identité, votre première intervention. Ouais. C'est quoi l'identité pour vous? C'est une chouette question que vous me posez là parce que je suis moi-même de sang mêlé. Comment je peux dire. Et donc, je suis de parents aussi congolais et belges. Comment on se conçoit autour de ça, de multiculturalisme et finalement la tolérance pour moi c'est limite quelque chose d'inné depuis ma naissance. Finalement j'ai grandi dedans, j'ai baigné dedans. Aujourd'hui quand on parle d'intégration, quand on parle de repli sur soi, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre parce que pour moi, on vit tous ensemble, on grandit tous ensemble, à plus forte raison dans notre commune et à Bruxelles. C'est vraiment une ville cosmopolite. Alors je vais juste revenir sur ces mots de Saint-Exupéry qui disait « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » C'est tout simplement le message que j'ai à livrer à Scarbeck et ce qu'on dit aujourd'hui, réunir Scarbeck pour réussir Scarbeck. C'est vraiment le message essentiel de notre liste. Mais au-delà de tout ça, on va revenir sur la question intergénérationnelle. Scarbeck est une commune qui compte 35% de jeunes. Je pense, si je ne me trompe pas, que c'est la commune qui compte le plus de jeunes. Alors, la jeunesse n'a pas toujours raison. Mais une société qui la méprend a quant à elle toujours tort. Et ça, c'est vraiment le message que j'ai envie d'envoyer aujourd'hui à la majorité. Et on n'a pas de conseil de jeunesse, on n'a pas d'endroit où les jeunes se retrouvent pour parler, pour penser leur commune. Et pourtant, ils ont des choses à dire. Quand on y arrivera, là, on aura fait un pas en avant. Mais ces 35% ont l'intention de faire entendre leur voix aux prochaines élections communales. Ok. Alors, dernière parole, Georges. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux électeurs pour choisir le MR de Scarbeck et pas notre parti? Je pense que notre liste, non seulement est une liste profondément libérale, au sens où la liberté est quelque chose que tout individu se doit de revendiquer. Tout individu doit être libre, mais il doit aussi recevoir les moyens de l'être et de le devenir. On ne peut pas être libre quand on est pauvre et chômeur, quand on se sent exclu. Pour être libre, on doit avoir le droit d'être éduqué, de recevoir une bonne éducation, d'être intégré dans la vie de la cité, de pouvoir s'exprimer et se développer. Donc nous sommes profondément libéraux. Nous sommes aussi, et les jeunes viennent de le dire, profondément marqués dans notre liste par la jeunesse. 25% des candidats sur notre liste sont jeunes de moins de 35 ans. Nous sommes une liste qui est aussi marquée par la présence de toutes les diversités, intra qu'extra-européennes, parce que notre diversité, c'est vraiment notre première richesse. Et enfin, nous sommes une liste qui est ouverte aux entrepreneurs. Le signal que nous voulons donner, c'est que Scarbeck est plein de talents, il y a plein d'entrepreneurs qui doivent recevoir les moyens de développer leurs entreprises. Développer l'entreprise, c'est développer l'emploi, et développer l'emploi, c'est donner un espoir à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut voter pour. 2 minutes, donc je vous donne la parole de vous adresser aux citoyens. Aux citoyens, je pense que notre liste est une bonne liste, et donner la chance à de nouveaux visages, à de nouvelles personnes, je pense que c'est une nécessité. Des gens qui travaillent bien, c'est clair, mais bon, ensuite il faut peut-être parfois, comme nous avons une voiture, et parfois à un moment donné, même si elle est bien, on change parfois, changer de mise à jour, voilà, une nouvelle voiture pour aller plus loin. Alors Laure, un mot. Écoutez, je dirais que j'aimerais avoir la chance de pouvoir représenter les jeunes de Scarbeck. Et tous les jeunes, on est super motivés, on se voit tout le temps et sincèrement, on est pas là pour faire de la figuration. C'est ça, c'est exactement, c'est le bon terme. J'ai l'impression qu'on nous a donné notre chance et on aimerait la saisir et donner la chance aux autres jeunes également que de nous rejoindre, nous aider, parce qu'on les écoute. Alors Kevin, un dernier mot. Le mot de la fin, ce sera encore un mot sur la jeunesse, c'est un proverbe que j'apprécie énormément. Bon, vous adressez-vous aux citoyens. Il faut dire aux citoyens qu'est-ce que vous en pensez par rapport en fait à votre engagement politique et pourquoi on va voter sur vous. La même question.
Je dirais, si vous avez l'occasion de voter pour moi, bien évidemment, votez pour moi. Mais surtout, c'est voter pour cette liste parce qu'elle aura énormément de choses à apporter à la majorité actuelle. Alors, on ne critique pas, enfin, on critique, mais c'est une critique constructive par rapport au bilan de la majorité actuelle. Mais l'idée, c'est qu'on veut l'aider à aller beaucoup plus loin, aller beaucoup plus en profondeur et que finalement, Schaerbeek soit une commune où il fait encore mieux vivre. Alors, Georges Berzin, premier sur la liste, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Donc, Tufan Kara, donc troisième sur la liste, merci d'avoir accepté. Donc, Laure Lita, sixième sur la liste, et Kevin, Karina, merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, monsieur, c'est ici que se termine notre émission. Et à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.